Le dopage est depuis des centaines d'années une affaire internationale. Certains sportifs, tricheurs, mal intentionnés, prennent des substances interdites pour donner plus d'ampleur à leurs performances. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, pour surmonter une épreuve, les sportifs utilisaient des moyens naturels. Les sauteurs mangeaient de la viande de chèvre, les boxeurs de la viande de taureau, les lutteurs de la viande grasse de porc. Ces choix alimentaires paraissent bien ridicules de nos jours. Une liste de produits et de méthodes interdites est éditée et renouvelée par l'Agence mondiale antidopage. Nous sommes allés à la rencontre des institutions et du directeur adjoint du laboratoire du centre de dépistage de Laval pour mieux comprendre la lutte contre ce fléau. Pour être inscrit sur la liste, il y a 3 critères. Et quand 2 de ces critères sont remplis, la substance est inscrite sur la liste. Ces 3 critères sont simples: contraire à l'éthique, le fair play, augmenter la performance et avoir des risques pour la santé des sportifs. Et quand 2 de ces 3 critères sont au rendez-vous, la substance ou la méthode sont inscrites sur la liste. Et c'est comme ça qu'on en vient par exemple à inscrire des produits qui sont des produits masquants. Ces produits masquants, je veux dire, n'augmentent pas la performance, par contre ils peuvent être dangereux pour la santé et ils sont évidemment contraires à l'éthique du sport. Par exemple, on a des spécificités pour chacun des sports. Par exemple, je vais donner un exemple de biathlon où ils vont utiliser l'utilisation de bêta-bloquants, donc qui va empêcher un peu les gens de trembler, va être banni naturellement à cause du tir. Pendant des années, il faut savoir que la lutte contre le dopage, c'était avant tout le contrôle urinaire. Et si des produits ne passaient pas dans les urines, on n'arrivait pas à aller les chercher. On a maintenant, aujourd'hui, des prélèvements sanguins. Et en tout cas, ils doivent se passer dans le respect des droits du sportif. Un entourage qui respecte l'humain avant de respecter le sportif. Pour le sportif, le préleveur se présente, l'informe de la procédure de contrôle, lui explique ce qu'il va faire, le sportif scelle lui-même les échantillons. L'échantillon, premièrement, nous est livré du site de collecte vers le laboratoire par différents transporteurs. Il est livré dans 2 voûtes, une voûte qui est à moins 20 degrés Celsius où l'urine est livrée et une voûte à 4 degrés Celsius pour les échantillons sanguins. De là, les échantillons vont être transférés au laboratoire. Les différents prélèvements vont être ensuite transférés à tout le personnel pour pouvoir faire les analyses demandées, donc soit les stéroïdes, le PO par exemple, ou les stimulants. On avait dans ces prélèvements sanguins uniquement les paramètres, je veux dire, dits hématologiques. Maintenant, on a l'évolution des paramètres stéroïdiens, donc tout ce qui est autour des anabolisants. Et par la suite, chaque personne va analyser ses résultats et nous, on va vérifier que le tout est bon. Et ensuite, on produit un certificat d'analyse pour dire que l'analyse est positive ou négative. Les sanctions sont maintenant proportionnelles aux produits qui ont été pris. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 4 ans. 4 ans, ça veut dire une Olympiade, ça veut dire que ça, c'est extrêmement pénalisant. Et en tous les cas, je veux dire, ça remet en cause complètement la carrière d'un sportif de haut niveau. Et puis on garde les prélèvements maintenant pendant 10 ans. C'est ce qui a permis de remonter l'affaire Armstrong. La recherche des produits dopants est avant tout un principe de santé publique. Ce que les équipes compétitives qui sont à la recherche de la performance oublient volontairement, quitte à salir l'image du sport. Je pense que dans des sports où il y a beaucoup plus de moyens, le dopage est à un autre niveau. Il est traversé par des problèmes comme la société. Il faut essayer de les régler, il faut essayer d'aller vers un sport net. On n'y arrivera jamais à 100%. Il y aura toujours des individus qui auront envie de tricher. Puis il y aura toujours des individus qui seront coincés et qui quelque part seront obligés de tricher. Mais les sportifs sont malheureusement prêts à prendre tout ça. Donc c'est vrai que quand même maintenant est arrivé un dopage très scientifique, très encadré médicalement. Et donc qui est encadré médicalement, c'est qu'automatiquement derrière il y a des médecins de mauvaises intentions ou des préparateurs physiques qui font que, eh bien voilà, ils aident ces sportifs à se doper. Le sport, c'est comme n'importe quelle autre sphère de la société. C'est gangréné, il y a des gens qui prennent des raccourcis, on vole, on se dope, on escroque, on blanchit de l'argent, on pourrit des gens, on pourrit des milieux. C'est aussi ça la réalité du sport aujourd'hui. Donc il faut vivre avec, quoi, et c'est dommage
pour tous ceux qui font ça proprement, mais en même temps, ceux qui font ça proprement, ils connaissent la règle du jeu. Ils savent que oui, c'est pas possible de faire ce que mon voisin fait, et c'est plate, mais c'est mon voisin qui monte sur le podium et pas moi. Il doit vivre avec cette réalité. En 2008, il y a un article qui est paru sur une substance qui s'appelle l'Aicar, qui est une substance qui est produite par le corps, mais qui peut aussi être produite de façon artificielle. C'était à l'origine un projet de médicament qui a été abandonné à la suite de tests réalisés sur des rongeurs, sur des souris. L'article est paru et a rendu compte de l'étude faite sur les souris. Ces souris, magnifiques, elles faisaient des prestations de niveau olympique. Petite parenthèse sur l'Aicar, ce produit ou des tests n'ont été effectués que sur des souris, qu'ils ont baptisé après l'expérience de souris marathoniennes. Peut s'acheter sur n'importe quel site internet de musculation à des sommes avoisinant les 450 € les 50 mg. Les points positifs sont bien nombreux, alors que les points négatifs sont inscrits de façon très évasive. Les consommateurs de l'Aicar n'ont pas conscience des effets secondaires dévastateurs de ce produit. Simplement, quand on les a disséqués, parce qu'on ne les a pas laissés profiter longtemps de leur victoire, on s'est aperçu que leur foie était noir, avait 3 fois la taille du foie habituel, et qu'elles avaient subi des atteintes neurologiques. Eh bien, il y a des sportifs, et la communauté scientifique au départ n'y croyait pas. Il y a des sportifs qui sont, ou des entourages de sportifs, qui sont partis de cette étude en se disant « bon bah, oublions les effets négatifs, ce qu'on retient, c'est que ça a un effet dopant évident ». Et donc, on a trouvé aujourd'hui des êtres humains qui prennent de l'Aicar. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut surtout travailler. C'est un sportif doit être avant tout un humain avant d'être un produit. Protégeons, 1, les sportifs propres, et 2, c'est insupportable de voir des sportifs qui sont transformés en cobayes, et donc aujourd'hui, il faut absolument protéger la santé de ces sportifs, c'est ce qui nous motive. Les sportifs sont les premières victimes du dopage et des conduites dopantes. Mais comment est faite la sensibilisation auprès des clubs amateurs? Pas assez d'action et pas assez d'informations en tout cas sur le dopage. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations en tout cas au niveau des sports, même à bas niveau comme nous. C'est vrai qu'il en manque. Certains sports en particulier, c'est vrai qu'on va entendre parler du dopage. Maintenant, de sensibilisation au dopage, non. Chez les professionnels, oui, les choses sont mises en place. Ça réussit ou ça ne réussit pas. Mais chez les jeunes, je pense qu'il y a des efforts à faire, plus d'efforts à faire. Je pense que les filles à bord, ce sont quand même des filles qui sont dans la vie active. Donc il y en a pour certaines qui sont mamans ou il y en a qui veulent le devenir. Donc je pense que le dopage, elles ne sont pas encore trop impactées. On ne se sent pas forcément concerné, en tout cas pour l'instant. Par contre, sûrement qu'à plus haut niveau, elles doivent avoir des personnes qui viennent leur vendre des produits, certainement pour la récupération et plus. Mais voilà, on n'a pas de pression particulière, ni d'exigence de haut niveau du moins. Voilà. Les contrôles sur les jeunes, en général, on les centre sur les centres de formation, les classes de sport-études, voilà, sur des jeunes qui sont vraiment très orientés sur le sport. Donc il y a un médecin du sport qui nous fait souvent des réunions, des interventions pour nous sensibiliser. On sait aussi qu'il y a une liste interdite aux sportifs de haut niveau. Du coup, dès qu'on doit prendre un médicament, qu'on est malade, il faut d'abord se renseigner auprès de ce médecin pour savoir si on y a droit ou si on n'y a pas droit. Et lui nous prescrit du coup ce qu'il nous faut en s'assurant que ce n'est pas interdit. La plupart font partie de structures fédérales pour les sports Blagnac, l'INSEP, et donc elles connaissent tous les produits interdits. Elles sont susceptibles d'être contrôlées au niveau des entraînements
comme en compétition, ce qui s'est déjà produit à plusieurs reprises depuis ces 5 dernières années. Oui, on contrôle à partir de l'adolescence, effectivement. Alors on fait attention au type de contrôle qu'on fait, on évite, sauf à très haut niveau de compétition, et ça arrive aussi à cet âge-là, on évite par exemple les prélèvements sanguins. Suivant les niveaux des sportifs, nous avons remarqué que la prévention ou même la sensibilisation était plus ou moins importante. Les institutions mènent différentes actions pour prévenir les jeunes de ce danger. C'est devenu tellement banal de parler de dopage que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque plus une nouvelle, quoi. Ou alors il faut vraiment que ça soit un gros nom qui tombe ou quelque chose comme ça, mais je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul ou quasiment. Un cas de dopage, c'était énorme. 2 cas de dopage, on faisait la une. Aujourd'hui, il y a des dopages, puis c'est à la page 45. La lutte contre le dopage est une lutte de très longue haleine, avec un objectif extrêmement ambitieux. Le contrôler reste avant tout le rugby. Le rugby, parce qu'on sait qu'actuellement on a beaucoup de problèmes dans ce sport-là. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il règne l'omerta comme il régnait avant dans le cyclisme. C'est-à-dire que personne ne veut parler, c'est un milieu fermé. Et en général, quand vous voulez fermer un milieu, vous ne voulez pas en parler aux autres, c'est qu'en général vous avez quelque chose à cacher. Les jeunes sont au cœur de notre stratégie. La commission éducation, prévention, qui est présidée par Edwin Moses, l'ancien champion olympique, et donc qui a à la fois tout un budget, toute une stratégie pour pouvoir développer cette politique de prévention. Elle est extrêmement importante, par exemple dans les nouveaux Jeux Olympiques de la jeunesse, où on doit être présent pour cette dimension d'éducation. Surtout d'avoir une forme d'action de prévention. Attention, vous voulez faire du sport, et vous voulez faire du sport à un certain niveau, voilà, il y a des contrôles antidopage. Par exemple, vous pouvez prendre des médicaments pour avoir plus de mémoire, et du coup réussir vos examens scolaires. Par exemple, ça c'est une conduite dopante. Les jeunes peuvent avoir des conduites dopantes. Ça peut venir de choses très, très bêtes auxquelles on ne pense pas. Hein. Vous êtes enrhumé, vous prenez des gouttes pour le nez, elles peuvent contenir des produits dopants. On n'est pas dans le dopage parce que ce n'est pas interdit. Donc, mais c'est réellement une conduite dopante. La lutte contre le dopage, c'est à la fois cette dimension de répression, de condamnation des sportifs qui sont tricheurs. Nous contrôlons bien sûr les disciplines les plus importantes en effectif, les plus médiatiques aussi, chaque année. Donc chaque année, nous contrôlons à peu près entre 60 et 65 disciplines. Mais c'est aussi cette place indispensable pour la prévention et pour l'éducation. Elle doit se faire à tous les niveaux, elle doit être commencée le plus tôt possible. Par exemple, nous sommes en train de construire donc, des outils pédagogiques à l'intention des enseignants d'éducation civique, de SVT, professeurs d'EPS. C'est en sensibilisant donc, les personnes sur ces méfaits que l'on peut faire évoluer le regard sur le dopage et également sur le comportement. Ce qui est important, c'est former les jeunes aujourd'hui pour qu'ils arrivent à dire non, mais surtout créer un argumentaire, c'est-à-dire avoir des raisons de dire non, et dans ce cas-là, défendre leur idée. On fait également des interventions auprès des gens qui sont autour d'eux, les parents, parce que quand même les parents ont un très gros rôle à jouer. Moi je sais que moi je la vois, mes parents, quand j'étais jeune, et plus tard lorsque j'ai arrêté ma carrière, je leur ai dit, vous savez, à cette période-là, j'aurais pu me doper pour vous. Pourquoi? Parce que vous étiez triste quand je perdais, vous étiez heureux quand je gagnais. Et mon seul but finalement quand on est gamin, c'est quoi? C'est faire plaisir aux parents. Et donc j'aurais pu peut-être me doper pour leur faire plaisir. Donc c'est là également, en voulant être trop protecteur parfois, en aimant trop nos enfants, finalement on pourrait les pousser vers le dopage, ce qui est très étonnant. Je gagnais à l'époque 10 000 € par mois. Mais j'ai décidé de casser mon contrat, c'est-à-dire ne plus gagner cet argent-là, parce que j'avais un contrat encore qui courait pendant 10 mois. J'ai décidé de ne plus le gagner pour devenir professeur de sport à 1 600 € par mois. Donc moi j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de me regarder dans une glace, être fier de moi. Quand j'interviens auprès de jeunes, je fais juste comprendre, j'essaie de me montrer un exemple, dire qu'aujourd'hui je suis heureux d'avoir fait ce que j'avais envie de faire et de pouvoir assumer tout ce que j'ai fait. Mais surtout de dire que c'est l'individu qui fait avancer la discussion et la société, c'est pas
c'est pas le troupeau où tout le monde est formaté de la même manière. Je dis juste aux jeunes que s'ils ont une personnalité, un caractère, il faut qu'ils gardent. Parce qu'il n'y a pas de discussion si tout le monde est d'accord. Et à partir de là, c'est comme le cannabis. Hein. On sait très bien que le cannabis, comment les jeunes commencent à fumer le cannabis, c'est souvent malheureusement parce qu'ils veulent faire comme les autres. Et c'est pour ça que dans l'ensemble de la politique de prévention de santé publique qui doit être menée en France, eh bien on doit travailler sur cette consommation médicamenteuse qui est malheureusement trop élevée dans notre pays et qui doit aujourd'hui prendre en compte le fait qu'on peut être sportif, y compris être sportif de haut niveau, sans être accro du médicament. Il existe un outil de prévention, Sport Protect. Il s'agit d'une application permettant aux sportifs de connaître le statut des substances dopantes parmi d'autres. Il faut donc, pour éviter de toucher à ces produits et avoir des conduites dopantes, être informé dès le plus jeune âge des problèmes de santé que peuvent provoquer ces nombreuses substances de tricherie. J'ai pas envie de me doper parce que j'ai pas envie de mourir avec des médicaments. Si on se dope, on met notre vie en danger. Moi, je préfère perdre que me doper parce que sinon, j'ai plus de risques de mourir et je gagnerai mais en trichant. On se dopera pas quand on sera plus grand et après il faudra le faire passer quand on sera plus grand à d'autres personnes, d'autres enfants comme nous. Le dopage n'est pas une fatalité. Pour réussir une épreuve sportive, progresser dans sa discipline, voire vers l'excellence sportive, il convient de respecter des règles simples telles qu'une alimentation adaptée et équilibrée, une bonne récupération après l'entraînement et la compétition, une gestion de la charge d'entraînement qui doit être progressive et tenir compte du sportif. Communiquer sur ces éléments, c'est participer à la prévention du dopage. Puni par les instances sportives, le dopage sera quand bien même difficile à éradiquer. Mais en multipliant les actions, les jeunes sportifs pourront alors éviter de mettre en péril leur carrière et surtout leur santé. So I grab the wheel and let the road roll like meal, and I conceal my will of banana bill. As ill as I was, I must have lost my skill, but I still sing and thrill to my wind of life.